Mesdames et messieurs, bonjour. La Constitution béninoise dispose en son article 79 que le député vote des lois et contrôle l'action du gouvernement. En quoi consiste concrètement l'exercice de la prérogative relative au vote des lois au sein du Parlement béninois? C'est ce que nous sommes en train de voir depuis la semaine dernière. Et nous allons continuer nos réflexions cette semaine avec notre invité, Monsieur Olusegun Tidjani Serpos. Bonjour. Bonjour Gilles Christ, bonjour téléspectatrices et aux téléspectateurs. C'est un plaisir pour moi de vous recevoir encore une fois cette semaine. Vous êtes le directeur des services législatifs de l'Assemblée nationale du Bénin. C'est un plaisir pour nous de vous recevoir. Merci de me recevoir aussi, c'est gentil. Voilà. La semaine dernière, on a parlé déjà de façon générale de ce qui concerne la procédure législative ordinaire. Nous avons défini ce que c'est qu'un projet de loi, ce que c'est qu'une proposition de loi. Nous avons vu les initiateurs potentiels d'une initiative de loi, je me répète comme cela, pour permettre à nos téléspectateurs de comprendre. Et on en est arrivé à l'étape où le président, en séance publique, donc en séance plénière au sein de l'hémicycle, généralement c'est même retransmis sur la télévision parlementaire du Bénin et sur la radio également. La séance plénière est retransmise, disais-je, et le président affecte publiquement l'initiative de la loi à une commission permanente pour fond et une ou d'autres pour avis. Alors déjà, qu'entend-on par saisine pour fond et saisine pour avis? Merci Gilles Christ. Je voudrais également rappeler que la semaine dernière, nous avons rapidement parlé des questions de recevabilité qui ont un impact sur le travail des commissions. Une commission permanente, comme nous le disions, c'est un creuset technique composé de députés à l'Assemblée nationale dans le cadre de notre pays qui sont assistés de cadres techniques, experts des matières relevant de ces commissions. Donc, à l'Assemblée nationale du Bénin, nous avons, au sens de l'article 29 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, 5 commissions permanentes. Ces commissions, quand on regarde ce qui est inscrit au règlement intérieur, fonctionne en miroir avec le gouvernement. C'est-à-dire que les différentes matières de compétences qu'on observe au gouvernement, la défense, la santé, l'éducation, la justice, les affaires sociales, la culture, les finances, le plan, le sport, etc. Toutes ces matières-là ont leur répondant au sein de l'une des 5 commissions ou à cheval sur les matières de compétences d'une ou de plusieurs commissions. Nous avons par exemple la commission des lois de l'administration et des droits de l'homme qui traite des questions de droits fondamentaux, de constitution, de référendum, de pétition. Nous avons la commission des finances et des échanges qui traite du projet de loi de finances, mais également de toutes les matières qui ont une incidence financière et qui sont traitées par l'Assemblée nationale. Nous avons la commission du plan de l'équipement et de la production qui parle des transports, de l'agriculture, de l'élevage, de la pêche et de bien d'autres matières. La commission de l'éducation, de la culture, de l'emploi et des affaires sociales qui traite du sport, qui traite du patrimoine, qui traite de ces matières-là qui ont été précisées à l'article 29. Et enfin, nous avons la commission des relations extérieures, de la coopération et au développement, de la défense et de la sécurité, qui s'occupe, comme on peut l'envisager, des questions de police, de défense, de traités internationaux et autres. Lorsque le projet ou la proposition de loi est considéré comme recevable, à tort ou à raison, le président de l'Assemblée nationale fait ses annotations et en séance plénière maintenant informe l'institution parlementaire composée de lui-même et de ses pairs députés. Ah, nous avons reçu une telle initiative. J'ai pensé que je pouvais l'affecter à la commission des lois, qui dans notre jargon est la C1, C pour commission 1 pour première commission, C2 pour les finances, C3 pour le plan, C4 pour l'éducation et C5 pour les relations extérieures. Selon l'ordre que j'ai présenté tantôt. Le président peut dire, j'ai considéré que je pouvais affecter ce dossier à la C1 quant au fond, puisqu'il faut nécessairement qu'une commission soit saisie quant au fond pour pouvoir produire le rapport quant au fond et qui va servir de base à la discussion du texte. Et j'ai considéré que la même matière peut être affectée à la commission de l'éducation
et à la commission des relations extérieures. Quand il va arriver en salle, il va dire, par rapport à telle initiative, C1, quant au fond, donc commission des lois, quant au fond, et C4, commission de l'éducation, et C5, commission des relations extérieures, pour avis. Chacune des commissions peut se réunir de façon isolée. Comme elles peuvent se réunir toutes les trois, mais chaque commission a en principe pour attribution de produits son rapport. La commission C1, saisie par le président de l'Assemblée nationale, va produire le rapport quant au fond, faire des observations et, conformément aux dispositions de la Constitution et du règlement intérieur, proposer les amendements au texte qui a été proposé. Telle disposition du texte ne nous paraît pas tout à fait pertinente, il faut la compléter, ou il faut la supprimer, ou il faut la modifier, ou il faut l'agencer autrement. Ça, le député a le droit d'amendement et c'est un droit constitutionnel, lequel droit n'a d'ailleurs été reconnu que pour les députés, ce qui fait que quand il y a un projet de loi, c'est le député qui peut l'amender et non le ministre qui en est le porteur, bien que ce soit une initiative de l'exécutif. Eh bien, les commissions saisies pour avis, elles, peuvent émettre leur avis. Pour nous, la position de la commission C1 saisie quant au fond n'est pas la bonne. Nous estimons qu'ils ont bien raisonné jusqu'à tel niveau, mais qu'à partir de tel autre, ils ont biaisé l'interprétation qui pourrait être faite du texte et nous proposons que le texte retourne en commission ou qu'une commission spéciale et temporaire soit mise sur pied afin d'examiner la question sous tous ces différents angles. Vous noterez que 2 textes récents ont fait l'objet d'une affectation à toutes les commissions parce qu'elles sont toutes concernées. Il s'agit de la proposition de loi portée par le député Hassan Seibou pour réviser la Constitution et de la proposition de loi portée par les députés Ake et Achadé pour modifier le code électoral. Le président de l'Assemblée nationale, après avoir estimé que ces textes relevaient du domaine de la loi et étaient recevables, a affecté à la commission en charge des lois de l'administration et des droits de l'homme. Quant au fond, donc le texte qui a fait l'objet d'un examen en séance plénière est celui qui émane de la commission des lois et a saisi les 4 autres commissions pour avis parce que tous les députés à l'Assemblée nationale sont concernés par ces tests substantiels et d'une manière ou d'une autre pouvaient apporter leur contribution au débat. Je dois préciser, toujours dans l'esprit d'éclairer nos téléspectatrices et nos téléspectateurs, que tous les députés à l'Assemblée nationale ont l'obligation d'être membres d'une commission permanente. L'obligation d'être membre d'une commission permanente au regard de la configuration politique de l'institution et au regard de leur profil. Un enseignant du secondaire irait volontiers à la commission en charge de l'éducation, tandis qu'un médecin pourrait dire j'irai plutôt à la commission du plan ou à la commission de l'éducation qui se charge également des questions de santé, tandis qu'un diplomate irait plus volontiers à la commission des relations extérieures, tout comme un policier ou un gendarme ou un membre des forces de défense et de sécurité. Absolument. Par opposition, un inspecteur des douanes ou un inspecteur des impôts irait plus volontiers à la commission en charge des finances parce que c'est son profil. Mais les équilibrages se font également, outre le profil, sur la base de la configuration politique de l'Assemblée nationale. Il faut que dans chaque commission, les différentes tendances politiques soient suffisamment représentées pour qu'il y ait un rééquilibrage dans le débat aussi en commission. Absolument. Je dois préciser, et je le disais, tous les députés ont l'obligation d'être membres d'une commission, mais il y a une petite réserve, les membres du bureau de l'Assemblée nationale, c'est-à-dire le président, les 2 vice-présidents, les 2 questeurs et les 2 secrétaires parlementaires ne sont membres d'aucune commission parce qu'on considère qu'ils sont d'une part déjà suffisamment occupés par la haute direction de l'institution, mais encore, ils ont le droit de participer de façon libre aux travaux de toutes les commissions. Ils n'ont juste pas voix délibérative. C'est ça. Alors, vous avez explicité en quoi consiste les missions de chaque commission. Et je posais la question de savoir en quoi consistait chaque type de saisine parce que, est-ce que c'est parce qu'on a saisi une commission pour fond
que c'est uniquement elle qui doit faire le travail de façon détaillée, méticuleuse et minutieuse, et que les autres commissions saisies pour avis sont venues peut-être lire, parcourir le test de façon, on va dire, panoramique, tout simplement. Est-ce que c'est parce que j'ai entendu, moi, membre d'une commission saisie pour avis, que notre tâche à nous serait de parcourir tout simplement le travail quant à ce que, ou quitte à ce que la commission saisie pour fond fasse tout le job après? Je pense que vous me posez la question du degré d'implication intellectuelle des députés. C'est ça. Toutes les commissions saisies doivent travailler. Et j'ai dit tantôt, chaque commission saisie, que ce soit au fond ou pour avis, est censée produire son rapport. Très bien. D'une manière générale, ce que nous faisons, ce n'est pas forcément ce que nous devons faire. Les commissions saisies, quant au fond et pour avis, se réunissent ensemble. Donc, travaillent ensemble. Et quand il y a des amendements, indifféremment, les membres de la commission saisie quant au fond et les membres de la commission saisie pour avis font ces amendements-là sur le support qui sera porté par la commission saisie quant au fond. Mais rien n'interdit, et c'est peut-être le lieu d'encourager les députés à déployer cette possibilité, en fait par le règlement intérieur, rien n'interdit qu'une commission saisie pour avis siège en son propre sein, à huis clos, et produise un rapport en bonne et due forme. Vous constaterez qu'en séance plénière, lorsque le président et le rapporteur de la commission saisie quant au fond ont fini de présenter les grandes lignes de leur rapport, le président de l'Assemblée nationale interpelle toujours les membres de la ou des commissions saisies pour avis afin d'avoir leur son de cloche. Ah, monsieur le président, avis conforme, ça veut dire que nous avons travaillé en bonne intelligence avec ceux de la commission saisie quant au fond. Sinon, on peut avoir un avis divergent, ou on peut avoir un avis réservé, ou on peut avoir un avis totalement à contre-pied de celui de la commission saisie quant au fond. Et dans ces cas-là, ça veut dire qu'il n'y a pas convergence de vue entre les commissions. Il y a la possibilité pour l'Assemblée nationale, séance tenante par une résolution, de créer une commission spéciale et temporaire pour traiter de cette question spécifique. On désignera des membres qui vont meubler cette commission en vue de produire le travail qui ressemble le mieux à l'institution parlementaire qui, elle, est le reflet du peuple béninois. La commission est saisie, que ce soit pour fond ou pour avis, elle se réunit. Ces travaux, souvent, ne sont pas montrés à la télévision. Les travaux en commission ne sont pas diffusés en direct à la télévision, comme c'est le cas en séance plénière. Est-ce que, déjà, ça c'est une question fermée, je souhaiterais que vous répondiez par oui ou par non, est-ce que les commissaires ou même leurs assistants sont soumis à des devoirs de réserve? Oui, au Bénin. Très bien. Dans certains parlements, oui, les travaux en commission sont non seulement diffusés en temps réel sur les chaînes, mais également sur les canaux des réseaux sociaux. Absolument. Et les comptes rendus sont rendus immédiatement disponibles à la fin de ces travaux. On a le cas de la France que nous suivons très souvent. Les travaux en commission sont diffusés. Le règlement intérieur de l'Assemblée nationale du Bénin, en sa version actuelle, a expressément prévu que les travaux en commission ne sont pas publics. Cependant, puisque l'Assemblée nationale n'a pas peur de rendre compte de ce qu'elle fait, un mécanisme de reddition de compte original a été envisagé qu'on appelle le bulletin des commissions. Ce bulletin est en principe diffusé chaque semaine, mais ça peut être par quinzaine ou mensuel ou même trimestriel. Ce bulletin a pour vocation, pour chaque commission, de rendre compte des dossiers qui ont été étudiés, des décisions qui ont été prises, des votes qui ont été émis, des personnes qui étaient présentes et de celles qui n'étaient pas présentes, parce que le règlement intérieur prévoit des règles d'assiduité des députés aux travaux en commission. Très bien. Si je dois faire un dernier ajout, c'est que les commissions, je disais la semaine dernière que l'Assemblée nationale ne se réunit pas en séance plénière en dehors de ses sessions. Et les sessions sont toujours convoquées selon des règles précises.
les sessions ordinaires d'un côté, les sessions extraordinaires de l'autre. Mais les commissions, elles peuvent travailler tout le long de l'année, en session Que l'on soit en comme session. hors session. Très bien. Les travaux qui se mènent en commission, comment se déroulent-ils? Même si vous n'allez pas nous dire des choses qui sont peut-être censées rester entre commissaires, les citoyens sont parfois curieux de savoir comment est-ce que les travaux se font en commission. Est-ce que, par exemple, on vote en commission? Est-ce qu'il y a des débats qui se mènent en commission comme en séance plénière? Que se passe-t-il en commission jusqu'à ce qu'on obtienne le rapport qu'on découvre en séance plénière? Bien. Je ne dis, il y a rien de caché. Le règlement intérieur a prévu la procédure. Très bien. Quand on est en séance plénière, c'est le président de l'Assemblée nationale qui dirige les travaux, à la police des débats, distribue la parole, synthétise afin de permettre aux uns et aux autres d'être au niveau d'information optimale. Quand on est en commission, c'est le président de la commission ou le vice-président qui le supplée en cas de besoin qui joue ce rôle. Il y a un rapporteur de la commission qui synthétise les grands axes, qui prend note avec les techniciens qui accompagnent les députés des différents amendements, des différentes interventions, parce que les travaux en commission se font avec la présence des membres du gouvernement concernés. Je disais, mon cher ami, que les commissions permanentes fonctionnent en miroir des départements ministériels. Absolument. Si on prend la commission de l'éducation, qu'on appelle chez nous la C4, elle traite des questions d'éducation, de culture, d'emploi et d'affaires sociales. Donc, le code du travail, il va être examiné par cette commission, mais les questions de sport également, les questions d'hygiène également, les questions de bien-être, couverture, maladie universelle également. Prenons un projet ou une proposition de loi relatif à la couverture maladie universelle. Oui. Le président de la commission va faire convoquer le ministre de la Santé, le ministre des Affaires sociales, qui vont venir ou se faire représenter par des collègues de rang ministériel, c'est prévu au règlement intérieur, pour dire, nous avons pris cette initiative dans telles conditions. Ou alors, vous avez présenté votre proposition de loi et nous y sommes très sensibles, nous soutenons la proposition, mais par rapport à telle disposition que vous voulez prendre, nous on est très réservés parce que ça va générer des charges qu'on n'a pas envisagées. Donc on prend votre test, les 6, 7, 8 premiers articles, mais les 4, 3 ou 2 derniers articles là, on n'en veut pas trop. Les députés vont en tenir compte. Et donc le test qui est entré avec 10 articles peut ressortir amputé de 2 et augmenté de 4 autres qui n'avaient pas été prévus initialement. Exactement. Et les techniciens qui assistent les députés commissaires ont ce que nous appelons dans nos pratiques le tableau comparatif qui présente dans une colonne le texte à son entrée, dans une autre colonne le texte tel que proposé avec les modifications de la commission, et lorsque le rapport est présenté et que les députés doivent examiner en séance plénière, une troisième colonne qui permet de générer le texte tel qu'adopté par l'ensemble des députés en séance plénière. La commission est donc l'usine de prémâchage du texte qui sera examiné en séance plénière, avec obligation de toujours passer par l'étape commission avant de débattre d'une question en séance publique. Est-ce que d'autres membres de la société, tout court, donc je ne suis pas député, je ne suis pas gouvernement, puis-je assister à un travail en commission? Autant les séances en plénière sont publiques, sauf huis clos expressément demandé, autant les séances en commission ne sont pas publiques en l'état des dispositions du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Mais est-ce qu'il arrive que l'on écoute en commission d'autres acteurs, peut-être un expert, un technicien dans un domaine? Vous avez donné l'exemple d'une initiative imaginaire de loi, par exemple une loi qui porterait sur la couverture sociale, la couverture maladie, ou encore dans un domaine de sport. On peut inviter par exemple un technicien de son domaine en commission? Bon, nous avons déjà une loi sur la couverture maladie universelle qui a été adoptée après deuxième lecture de la loi sur la protection de la santé des personnes.
supposons que nous ayons un projet de loi sur les sports. On peut faire venir Mme Yarigo Noélie pour dire, vous, sportifs de haut niveau, comment est-ce que vous voyez la chose? Et le président de la commission va l'écouter pour dire, ah, bon, le cadre pour entraîner les sportifs de haut niveau au Bénin n'est pas optimal. Plutôt que de dépenser des fortunes à l'étranger pour les faire former, et si on créait les conditions ici au Bénin et fait une disposition, l'État crée les conditions de l'établissement de centres sportifs de haut niveau sur le territoire national. Le ministre dira, nous y pensions depuis, donc nous y sommes favorables. Ou, attention, ça va générer des charges que nous, on n'est pas prêts à porter. Ce qui fait que vous constaterez que les ministres parlent relativement peu en séance plénière. Ils ont déjà dit l'essentiel en commission qui a déjà été absorbé et digéré pour présenter la proposition qui sera soumise à l'ensemble des députés. Très bien. Il y a la question des amendements que l'on gère en commission. Oui. Comment est-ce que ça se passe concrètement, cette question d'amendement? Concrètement ou en principe? Bon, en principe. En principe. En principe, j'ai dit tantôt, le député a le droit d'amendement. Oui. Au regard de notre Constitution, c'est d'ailleurs lui seul qui a ce droit. Il ne peut pas faire d'amendement n'importe comment. L'amendement peut être destiné à supprimer une disposition ou une partie d'une disposition, à la modifier ou à en ajouter une autre qui n'était pas du tout prévue. L'amendement, en principe, doit être écrit, soumis à la commission qui délibère. Ah, ce que vous proposez est pertinent, on insère ça et on actualise le tableau comparatif. Ah non, ce que vous proposez, vous avez vu, aucun des collègues n'est favorable. On dit, on doit créer des centres, des pôles d'expertise en sport. Un député peut proposer, on doit créer 4 pôles d'expertise en sport dans chaque département du pays. Ça fera 48, alors que chaque pôle pourrait coûter peut-être 2-3 milliards. Ah non, ton amendement là, on ne peut pas le prendre comme ça. Si un autre député prévoit au moins un pôle d'excellence en sport par département, ça pourrait déjà passer mieux. Mais si le texte prévoit, l'État crée autant de pôles d'excellence que de besoins, cela pourrait encore passer mieux. Donc, le député initie son amendement, sa proposition d'amendement, la commission siège là-dessus et la commission délibère en disant oui, c'est bon, non, ça ne l'est pas. Et tout cela est synthétisé dans le rapport et soumis à l'ensemble des députés. Plus loin en plénière, oui, il y a une seconde possibilité de proposer des amendements pour ceux qui, n'étant pas membres de la commission, ont une réflexion à faire à la lecture du rapport, puisque le rapport est déposé pour que les députés en prennent connaissance à temps afin de pouvoir utilement se prononcer dessus en séance plénière. On a parlé tout à l'heure du rapport que l'on pond en commission, que l'on produit en commission. Tout ce que nous avons décrit là, tout ce processus que nous avons vu, le débat qui se fait, peut-être l'écoute d'experts, etc. À la fin, pour que peut-être le rapport soit vraiment porté par chaque commissaire, est-ce que l'on vote en commission? Oui, le rapport est adopté à la majorité simple et la procédure prévoit que le président qui a tenu la police des débats, qui a distribué la parole, n'a même pas voix prépondérante. Donc, oui. Il vote comme tout le monde. Comme tout le monde. Et il prend acte. Si le rapport n'est pas adopté, il n'est pas adopté. Si le rapport est adopté, mais il est transmis au président de l'Assemblée nationale qui ordonne qu'il soit reproduit. Nous travaillons de plus en plus par les canaux numériques, donc la distribution par email avec preuve de transmission. Et ce rapport, avec en annexe, lorsqu'il s'agit d'un projet ou d'une proposition de loi, le tableau comparatif qui restitue le texte à son entrée, le texte après son passage en commission et la colonne du texte tel qu'il va sortir de la plénière, eh bien, ce rapport plus ce tableau comparatif sont transmis aux députés. Idéalement, 48 heures avant la plénière. Je dis bien idéalement parce qu'il y a ce qu'on appelle la procédure d'urgence qui vient tout en respectant les délais, les réduire lorsque
les députés en font la demande. Nous verrons un peu plus tard les paramètres qui encadrent la procédure d'urgence, puisque là nous sommes en train de voir la procédure ordinaire que suit tout texte à l'Assemblée nationale jusqu'à son adoption. Et la dernière question que j'allais poser pour le compte de cette émission, c'est de savoir si la Commission a des impératifs de délai pour se pencher sur un texte ou pas. En tant que cadre technique, le principe, c'est que la Commission ait toute latitude pour pouvoir examiner les textes sous tous leurs angles, faire appel à toute l'expertise externe ou interne requise, parce que pendant les travaux en commission, nous avons manqué de le dire, les cadres de l'Assemblée nationale qui sont concernés par les textes peuvent assister les commissaires et émettre un avis. Mais cet avis est purement consultatif parce que seuls les députés commissaires ont le pouvoir délibératif. Donc, en principe, la commission devrait pouvoir faire son travail en toute sérénité. Mais une fois encore, et nous en discuterons à l'occasion, les réductions de délai peuvent être appelées par la mise en branle d'une procédure d'urgence. Merci infiniment à vous, Olusegun Tidjani Serpos, directeur des services législatifs à l'Assemblée nationale du Bénin. Les téléspectateurs qui sont très fidèles à nos programmes savent ce que c'est que la direction des services législatifs, puisque on le leur a dit, on a présenté cette direction dans nos éditions d'information. Merci d'avoir été sur ce plateau. Merci Gilles Christ, et une fois encore, j'espère que nous aidons un peu nos compatriotes et également ceux qui nous suivent ailleurs à comprendre la machine qu'il y a derrière ce qui se passe en séance plénière. C'est ça. Nous allons revenir un peu plus tard sur les paramètres de l'adoption d'un texte, donc de l'examen d'un texte en séance plénière. Ce sera avec votre disponibilité que j'espère nous pourrons avoir. Merci infiniment à vous d'avoir été sur ce plateau. Merci Gilles. Et merci à vous aussi qui nous avez suivis de bout en bout. On ne cessera jamais de vous dire merci.